Bonsoir, bonjour. Alors, tout au long de cette journée, en fait, enfin, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu plein de mots-clés, et puis en filigrane, soit cités explicitement, ou que l'on devine, ou que l'on a tous et toutes en tête. Il y avait quand même 5 lois qui sont là autour du monde du livre, ou qui l'accompagnent, et qui le structurent en l'occurrence. Donc, ça fait toujours du bien de le rappeler quand même, la loi Lang, le prix unique du livre, qui a permis donc de maintenir le maillage large, diversifié donc de la librairie indépendante et de permettre une diversité de l'édition justement. La loi Darcos qui permet cette équité entre les acteurs donc de la chaîne du livre. La loi Robert que vous connaissez également, et enfin la loi NOTRe et la loi LCAP qui justement ont inscrit donc les droits culturels dans leurs textes, dans leurs articles, et qui reconnaissent donc ainsi à chaque individu le droit de vivre selon ses références culturelles, de les exprimer et de les voir respectées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui en tout cas personnellement m'a marqué, d'avoir toujours en tête ces 5 lois finalement qui nous accompagnent tout au long de cette journée, mais bien au-delà évidemment dans nos pratiques. Donc Jean-Yves Mollier est bien évidemment revenu donc sur toute cette histoire de la concentration éditoriale. Mais finalement, de l'oligopole à frange dont il parlait, on est très vite arrivé donc sur ces 30 dernières années à une édition qui est donc concentrée, financiarisée, massifiée. Et cette concentration-là, pour aller avoir une échelle, on a finalement d'un côté Hachette avec donc 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et puis nos 240 maisons d'édition en Occitanie qui, entre elles, cumulent 30 millions d'euros environ, sachant que Milan en représente 21. Donc voilà, c'est une petite échelle, dirons-nous, à avoir aussi en tête. Cette concentration, elle est verticale. Donc on vous l'a présenté, vous la vivez dans le monde du livre, mais ne pas oublier que cette concentration verticale existe dans l'ensemble des industries culturelles et créatives. Donc ça aussi, c'est à avoir en tête par rapport à la place donc dans les médias que peuvent avoir donc certaines de ces industries. Également un chiffre pour la distribution, donc on vous a indiqué c'est 55% du prix marqué. La distribution quelque part c'est normal en fait, c'est terrible à dire, mais la distribution n'est pas un métier du livre. La distribution, ce n'est qu'une affaire entre guillemets de logistique. Et qu'est-ce qui rapporte le plus dans l'économie? C'est en fait le transport. Et donc en fait voilà, le fonctionnement est logique, mais c'est terrible par rapport à l'ensemble des autres acteurs de cet écosystème qu'est le livre. Et par exemple, si on prend les éditions Burnout, ils ont pris le soin, à côté donc du code et du prix, d'indiquer la répartition en fait pour chacun des prix des livres qu'ils éditent. Et typiquement, l'auteur, c'est 0,96 centimes, par exemple, sur un de leurs livres. Donc là aussi, une autre échelle à toujours avoir en tête. Intéressant aussi cette présentation qu'a pu faire Jean-Yves Mollier par rapport à alors Hachette, la concentration, mais Hachette pas seulement. Hachette, c'est toute l'inscription, la force en fait de prescription et de création des techniques de commercialisation. Donc vous avez pu entendre justement donc la vente, les ventes à l'aveugle, les ventes à la fourchette. Vente à la fourchette qui, il y a quelques années, existait sous un autre nom, qui était en fait les offices sauvages, où en fait le libraire recevait un carton entier de livres donc inconnus. Après cette présentation, évidemment que toute la mise en perspective donc qu'a proposé Geoffroy Pelletier avec le travail mené par le groupe de travail qui vous a été présenté, a permis justement de poser les bases d'une objectivation, en fait, justement, sur le poids et la présence de l'édition indépendante en bibliothèque. Sachez que ce type donc d'analyse, comme il vous l'a dit, qui est empirique, est donc tout à fait recevable, évidemment, mais ce n'est entre guillemets que le début d'un travail qui a été entamé. Et par rapport à ce groupe de travail auquel participe justement donc ma collègue Mélanie Marchand, il y a donc ces 3 axes qui vont être travaillés, qui vont être creusés, à savoir donc la question de la qualification des maisons d'édition, la communication pour rendre plus visible, pour faire connaître les maisons d'édition indépendantes en bibliothèque, et également la place et le poids de l'édition indépendante. Là aussi, gardons en tête que ces chiffres
l'analyse qui a pu être faite vaut pour les bibliothèques, mais nous pouvons également utiliser ces mêmes données pour la visibilité de ces mêmes maisons d'édition indépendantes en librairie. Donc ça pourrait être là aussi un travail complémentaire. Par rapport à la qualification des maisons d'édition, en fait, il me semble important quand même aussi de toujours garder en tête que chaque livre en fait est un prototype. Il est tout à la fois contenu et contenant. Chaque éditeur œuvre pour justement éditer à chaque fois de nouvelles voix, de nouvelles alternatives, de nouveaux contenus, mais également s'assurer d'une diversité, nous l'avons vu, des représentations. Là, on se retrouve confronté justement avec cette édition indépendante à la nécessité donc d'éditer, mais en évitant justement un conformisme qui serait éventuellement inévitable pour justement faire concurrence entre guillemets à la surproduction éditoriale qui peut exister par ailleurs. Finalement, on peut peut-être voir que la petite et moyenne édition peut alors être vue envisagée comme un contre-modèle actif à ce que nous propose ou ce vers quoi on est entraîné avec la concentration éditoriale que Jean-Yves Mollier nous a montré ce matin. Sur les différents leviers ou outils, il y a justement donc forcément plein de choses qui ont été dites, mais qui soit ont été déjà formalisées ou qui ouvrent des perspectives. Donc la nécessité donc d'inscrire cette diversité dans la politique documentaire de projets d'établissement, nécessité de penser charte d'acquisition, envisager la formation, pallier au manque de crédits éventuellement de formation et du coup peut-être d'envisager une mise en commun, un échange de connaissances. Là on pense à la transversalité entre les métiers du livre, comment collaborer, comment échanger, comment faire connaître son métier et ses pratiques aussi, ça compte et ça permet de faire comprendre la manière dont on édite et dont on apporte certains titres. L'action culturelle pour sensibiliser, pour ouvrir et même être médiateur dans certains cas, dans certaines propositions d'achat qui sont faites en bibliothèque. Nécessité, ça c'était été dit ce matin aussi, c'était aussi intéressant, c'était de ne pas penser que par un biais, mais de toujours penser dans une globalité, penser édition indépendante, penser librairie indépendante, être à l'écoute et également des auteurs. Et donc là aussi, on parle, là, je pense vraiment au cœur, on est dans un écosystème du livre et quelque part plus dans une chaîne du livre. On a également entendu donc la nécessité de repenser les marges possibles que l'on peut avoir avec les marchés publics. Il y a différentes expériences qui ont pu être menées en France par ce biais-là, par l'intermédiaire de groupements d'intérêt économique portés par des libraires ou incités par des collectivités territoriales aussi. On est donc là aussi dans la coopération entre professionnels et usagers, avec les publics, avec les clientèles aussi. Donc cette diversité éditoriale répond à une diversité aussi des clientèles. Nous l'avons entendu avec Nathalie Fontaine notamment. Enfin, l'approche par les droits culturels permet, en partant des publics, de nourrir des réflexions qui vont permettre une prise en compte justement de tous les publics, d'être dans une consultation, une concertation, une co-construction avec les usagers. On est dans la prise en compte des publics pour faire évoluer les services, les collections, et pour ce faire être en écho aux diversités démographiques, sociales, culturelles de tous les territoires. Par le biais, grâce aux droits culturels, on est dans une connaissance des publics pour une fine gestion des collections. En conclusion, je garde justement les mots-clés auxquels je faisais allusion en introduction, on va dire. Donc, se rencontrer, coopérer, faire collectif, ce sont que des termes, d'ailleurs, je ne les ai pas entendus qu'une seule fois, mais plein de fois, dans la voix de tous les professionnels. La concentration, on l'a entendu au début, mais on l'a entendu aussi par la voix de Geoffroy Pelletier notamment. Donc se rencontrer, coopérer, faire collectif, faire acte de résistance, lutter contre une invisibilisation. D'ailleurs, pour l'invisibilisation, on dit toujours, souvent on entend les éditeurs indépendants qui disent « nous sommes invisibles, on n'arrive pas à être visible par rapport à la surproduction ». Ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que cette invisibilisation, elle ne touche pas que l'édition indépendante, qui est notre sujet aujourd'hui, mais elle touche aussi des fonds éditoriaux, et je pense notamment justement aux éditions Grasset, puisqu'on peut se poser la question, justement, maintenant, de savoir ce que va devenir ce fonds, ce que vont devenir ces collections,
Et si on n'est pas dans une invisibilisation qui avance, mais d'une autre manière. Donc ces termes-là, c'est pour ça que je le redis, sont vraiment dans la bouche de tout le monde, mais vécus à l'aune de son cas ou de sa pratique. Rappel, la surproduction dont on parle, c'est également donc une surproduction qui est incompatible avec la capacité, vous l'avez vu, réelle des libraires et des lecteurs de l'appréhender, de l'intégrer, mais également une surproduction où, rappelons-le, un livre sur 3 termine au pilon chaque année, à savoir environ 150 millions d'exemplaires. Donc là, je vous renvoie directement à la dimension, on va dire, physique de la problématique de l'écologie du livre, puisqu'avec l'ensemble des propos, on a donc vu toute la dimension symbolique et sociale. On a donc terminé l'intervention de Jean-Yves Mollier sur un certain pessimisme, avec donc la présentation ou l'allusion, en tout cas, à certaines postures radicales, stopper Bolloré, déborder Bolloré, désarmer Bolloré, etc. Il ne s'agit pas d'exclure ces actions, mais il s'agit de peut-être les mettre en perspective ou de les avoir en parallèle avec justement quelque chose qui amène, je trouve, un optimisme, c'est le contre-pied justement des droits culturels. Et en fait, en écoutant tout ça, finalement, je pense à une approche, celle d'Olivier Hamant, qui parle de notion de robustesse. Et je trouve que pour le monde du livre, ça peut être intéressant de se l'approprier un petit peu. Donc, clairement, nous sommes dans un monde, le monde du livre, comme le monde aussi qui est le nôtre. Nous sommes dans le monde du livre, dans un monde du livre que l'on pousse en ce moment à ses limites. On a une approche collective de nos organisations, quelles qu'elles soient, un libraire, un éditeur, médiathèque, etc., ou institution, ou même agence unique, en l'occurrence, comme nous, qui peut nous permettre de trouver des solutions où les modes d'organisation traditionnels sont à leur limite, que ce soit en termes de hiérarchie, de planification, de catégorisation. Aussi, à mon sens, une approche collective pour en particulier partager des ressources et pour trouver des équilibres et des trajectoires qui soient soutenables, durables, consenties, construites en associant toutes les personnes, tous les équipements culturels, tous les équipements sociaux et les institutions concernées peuvent être une alternative à trouver et qui donne un peu d'optimisme.